Et bonsoir tout le monde. Hello, hello. Hello, hello. Ce soir, il n'y a pas Dylan pour faire le bonsoir et puis pointer du doigt comme ça. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir. Du coup, bienvenue ce soir dans ce live des nouvelles ludiques. Et nous avons un invité tout spécial qui nous vient de après le Mordor. Il nous a précisé. Avant le Mordor, je crois que c'était. Non, alors, juste après, non? Ah bah ça dépend. Non, parce que t'as depuis Neuchâtel. Ouais, c'est vrai que depuis notre point de vue, c'est après le Mordor. Avant le Mordor. Faut qu'on refasse la carte. C'est ça. Bref, t'habites à côté du Mordor. J'habite entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Voilà, Pour être exactement. Et du coup, il est là ce soir parce que monsieur, ici présent, a créé un jeu. Et il va pouvoir nous en parler. Yes. As-tu fait bonne route jusqu'à chez nous? Très bien, merci. Ouais. Un peu chaud, mais ça va. Avec la team, ça va. Et toi, Vanny, comment ça va? Ça va. Fatigué, mais ça va. Fatigué. Fin de journée. Oui, fin de journée, c'est souvent un peu Et toi, rude. Loïc, comment vas-tu? Merci. Faut bien que quelqu'un te pose la question. Ça va bien. Je suis content que tu sois venu. Ça fait plaisir de rencontrer encore des gens en Suisse qui sont dans le milieu du monde du jeu de société. C'est toujours cool de faire des rencontres comme ça. Merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. On a mangé un risotto juste avant, qui était très bon. Tranquille, en terrasse. Que Trop Vanny bien. nous a cuisiné, avec une belle vue sur le Molaison. Une recette tessinoise Exactement. que tu ne divulgueras pas ici. Ah non, pas du tout. C'est un secret. Du coup, ce soir, on va parler de plusieurs choses. Nous allons commencer par une petite news qui a fait un tout petit peu débat. Voilà, on va vite fait passer sur le sujet. On va pas rentrer dans un débat plus profond parce que ça nécessiterait quand même plus de préparation et puis peut-être des personnes plus adéquates et adaptées pour en discuter. Mais au moins... merci. Hein. Non mais... Ouais, moi je pars. Mais on va mentionner en tout cas la chose parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Voilà. Donc j'ai mon petit Natel qui est là parce que j'ai pas pris des notes, j'ai juste l'article sous les yeux. Ensuite, on va passer un petit peu en revue de ce qu'on a découvert ce dernier temps. Chacun notre tour. Et finalement, on va poser des questions à Arnaud. Parce que il va nous répondre. Je vais essayer. Ouais. Je l'ai rassuré. Il était un peu stressé, je l'ai rassuré. Je lui ai dit, ça va, il n'y a pas trop de questions difficiles. Parce que voilà, il a créé ce jeu Sawari. Et ce jeu va tout bientôt sortir. T'as une date déjà? Je me souviens plus. Première quinzaine de novembre. Ça marche. Normalement. Ça marche. Ça va bien. non, oui. Bientôt. Ouais. Et donc, bien sûr, première quinzaine de novembre en France. Donc, peut-être qu'en Suisse, Noël. peu plus Peut-être tard. un petit peu. Avant Noël, j'espère. Ouais. Il arrivera pour Noël. Ou alors Ouais. peut-être que tu arrives à avoir des boîtes un peu à la maison, puis tu les refourques aux boutiques. Ouais. Tu fais la distribution on va faire alternative. un marché clandestin. Et du coup, bonsoir Séverine, Anto qui est Bonsoir. là, qui est comme d'habitude, il se tient à carreau. C'est la promesse de chaque live en fait. Ouais, c'est ça. Dylan, Biem, hello. Oh, il y a plein de monde. Ouh. Ritzy. Je n'ai pas pris le doigt le plus litigieux. En effet, c'est pas le plus litigieux. Voilà. Bref. Donc du coup, on va commencer par le petit débat qui était sorti sur les réseaux sociaux tout récemment. Je l'ai vu ça aujourd'hui. Toi, tu l'as vu quand? J'ai vu passer déjà il y a quelques temps, déjà quelques jours ou quelques semaines sur Twitter. Ouais, ok. X, pardon. Et ouais, en effet, c'est sorti de manière un peu plus entre large, guillemets, officielle plus ouais. récemment. Ouais. Parce que du coup, j'ai eu le lien d'un blog, si on peut appeler ça un blog. Oui, c'est un blog, Oui, c'est un blog. de Paul Gara,
Paul Gara, donc, qui a lancé, de ce que tu me disais tout à l'heure, un podcast ouais. tout récemment. Ouais. C'est deux épisodes. Exactement, elle a fait. ouais. Un deuxième épisode qui est sorti. Et du coup, elle fait partie de l'équipe de pas recette ludique. De Proxy Jeux. Proxy Jeux. Rien à voir au niveau du nom, mais. Et du coup, elle a posté sur son blog un article justement sur la toxicité masculine dans le secteur du jeu de société. Parce qu'apparemment, sur X, est sorti des plaintes de femmes envers une personne, en tout cas au début, assez influente du monde ludique. Et ça a commencé à faire parler d'autres personnes. Du coup, il y a une décision qui a été prise, c'est plusieurs décisions, pour protéger les victimes. Aucun nom n'est dévoilé, donc on ne connaît pas les noms des personnes qui donc ont commis des... je ne sais pas si ce sont des abus, des violences ou quoi que ce soit, ça ne rentre pas forcément en détail. Mais voilà, pour protéger les victimes, les noms ne sont pas divulgués. Et même s'ils étaient divulgués, je pense que ça changerait pas grand-chose. Et puis du coup, strictement rien. De notre côté, vu qu'ils demandent de ne pas les divulguer, on les divulguerait de toute façon pas. Y a un Discord non mixte qui a été ouvert pour pouvoir protéger aussi ces personnes, afin d'avoir un dialogue entre femmes, parce que ça permet de créer une ambiance, un espace plus sécurisant pour ces personnes, parce que ça peut arriver malheureusement que quand elles parlent à des hommes, ce soit très vite mal interprété, dans le sens « Oh, mais t'exagères, oh, mais il n'a pas voulu dire ça ». C'est quelque chose qui peut arriver très fréquemment, donc c'est pour ça qu'il a été décidé d'ouvrir un Discord non mixte pour toutes ces personnes, et puis donc des femmes aussi qui n'ont pas du tout été victimes, mais qui ont besoin d'en parler, qui ont envie d'en parler ou qui ont envie de soutenir, peuvent tout à fait rejoindre ce Discord. Donc si vous allez sur le site de Paul Gara, c'est le.depaulgara.fr, tout appendu, vous aurez l'article Toxicité dans le secteur ludique, et vous aurez le lien vers le Discord. Vous pouvez vous recréer un nouveau compte Discord pour être sûr de votre anonymat, ce qui vous permettra d'avoir un nouveau compte et puis que ce compte ne soit pas associé à votre personnalité Discord qui est peut-être déjà connue. Donc voilà, ça c'est ce qui tourne en ce moment. On entend souvent que le monde ludique est un monde assez ouvert, assez bon enfant. Malheureusement, on reste des êtres humains, et comme il y a des êtres humains, il y a tout le monde on peut avoir des personnes qui peuvent dévier un peu, être maladroites dans leurs propos, voire même complètement inappropriées. Ça peut arriver même dans un monde aussi bon enfant, entre guillemets, que le nôtre, malheureusement. Donc voilà, ça c'était juste le petit aparté pour bien plomber l'ambiance. Voilà, exactement. Comment on va récupérer tout ça? La belle ambiance. Surtout que oui, j'ai pas de news, moi. Oui, t'as pas de news, donc on reste vraiment là-dessus. Mais j'ai trouvé que c'était très important en voyant ça vraiment aujourd'hui, parce que c'est souvent, j'ai déjà eu des propos en disant oui, mais dans le jeu de société, on est vraiment ouvert. Du coup, les gens ont tendance à vraiment minimiser. Non, je trouve que c'est pas du tout ok. Même dans le monde du jeu de société, il y a des abus, il y a des choses qui ne devraient pas être dites. Donc, chaque personne a le droit d'avoir des espaces sécurisés et sécurisants pour pouvoir vraiment s'exprimer librement sur des traumatismes. Voilà. Sawa rigole, pas des masses d'entrée de live. Merci de l'info, en tout cas, je ne savais pas. Ah, Sawa rigole. Ok, c'est bon. Ouf. Ah, c'est bon, je l'ai aussi. Oh là 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 Il m'a fallu aussi un petit temps. Merci Anto, tu nous avais manqué. Et puis, il y a Miguel. Hello. Hello. Et puis Marisa aussi. Bonsoir Marisa. Du coup, j'ai juste une petite chose à dire. C'est pas vraiment une news pour en parler, mais c'est que la semaine prochaine, le week-end prochain, il y a Vichy. Donc nous, on ira au festival de Vichy. C'est un petit festival ludique qui est séparé en deux. Donc il y a la partie pour les professionnels qui est ce week-end, le week-end prochain. Donc il y aura sûrement plein de nouveautés, on mettra plein de photos. J'essaierai de faire des vidéos aussi. Tu mettras plein de photos.
Je vais te répondre. Oui, je m'occupe de la com et toi, tu discutes avec des gens. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, le prochain live, je pense qu'on va de toute façon en parler un petit peu avec surtout les découvertes et les futurs jeux qui vont arriver. Ouais, exactement. Exactement. Et on se réjouit. On se réjouit. C'est nos 2 rendez-vous annuels entre Cannes et Vichy. Ça fait plaisir de rencontrer plein de gens du monde. Et Ludesco. Et Ludesco. Mais Ludesco, c'est un peu plus petit. On n'a pas contact avec les autres boutiques, les éditeurs et autres. Il y a Yellow. Ouais, il y a eu Yellow cette année, c'est vrai, Ludesco. Donc du coup, maintenant on peut parler un peu de nos dernières découvertes. On te donne la parole. Ça marche. Alors, moi j'ai découvert, cet été j'ai découvert des trucs qui n'étaient pas si récents que ça finalement. Donc comme je vous disais, j'ai découvert enfin, donc sur le tard, les ruines perdues de Narak. Vraiment cool. Mieux vaut tard que jamais, non. Je me souviens de Cannes, c'était quoi, 2022, où il était en lice pour l'Asdor Expert contre Dune. Moi j'avais joué à Dune et j'étais là, c'est bon, c'est Dune qui va l'avoir, l'autre truc en face là, il l'aura pas. Alors certes, Dune, qui est un de mes jeux préférés, a remporté l'Asdor Expert, mais maintenant que j'ai joué aux ruines perdues de Narak, je me rends compte qu'il y avait vraiment du niveau en face. Et que vraiment c'était serré à mon avis et que c'était pas si proche que ça. Donc voilà, ça c'est ma principale découverte de cet été, donc qui est pas vraiment une nouveauté, mais une belle découverte. Mais une belle découverte pour moi. Ouais. Et puis du coup, est-ce que tu as joué aussi à Iki ? Non, malheureusement pas encore. Parce que nous non plus, on n'a pas joué à Iki, donc on n'arrive pas à comparer encore les 2 autres avec Iki. Mais il y a une extension qui sort là, j'ai vu. Ouais. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, en tout cas de Iki. Oui. Ça me donne envie. Mais pas encore testé. Exact. Il y a Frédéric qui nous a rejoint. Hello. Ciao. Et du coup, tes sensations de jeu sont vraiment positives. Dune Imperium reste devant quand même pour toi pour le moment ? Dune Imperium, moi je pense, c'est mon jeu de cœur. Dune Imperium, pour moi, c'est mon... je dis c'est un de mes jeux préférés, mais en vrai, je pense que c'est mon jeu préféré. Ok. Donc... Dylan, c'est dommage que tu ne sois pas là. Pourquoi ? Quelle tristesse. Parce que c'est un de ses jeux préférés aussi. Ah, ok. Ouais, Je croyais que tu allais dire l'inverse. Non, il y a souvent un débat entre Dune Imperium et Narak. Ouais. Exactement, parce que je déteste Dune Imperium. Ah ouais ? Ouais. Ok, bon ciao. Donc toi, t'es team Narak ? Complètement. Ok. Ouais, j'ai fait que 2 parties, mais j'ai eu des très mauvaises expériences sur Dune Imperium. Mais je me réjouis de le tester avec les extensions, il faut toujours que je le fasse. Ouais. Mais il paraît que les extensions, ça adoucit. Malheureusement, j'ai pas testé la première. J'ai seulement la 2e extension que je trouve excellente, mais donc Immortalité, mais j'ai pas encore testé la première. Parce qu'il paraît que celle-là, elle cartonne. Oui, il paraît que c'est très bien. Du coup, j'y vais ? Vas-y. Alors, avec Vanny, on n'a pas beaucoup joué à beaucoup de choses. Donc peut-être tu vas plus parler que nous pour tes découvertes de cet été. Et attention, on va vous présenter Risque. On va parler de Risque. C'est récent ça, non ? Ouais. Risque, c'est sorti il y a 2 mois, je crois. Non, alors Risk Strike, c'est une nouvelle version de Risk. Ici, c'est avec des dés, des cartes et des jetons. C'est absolument tout. Ça se joue de 2 à 5 personnes pour les parties d'environ 20-30 minutes. Je sais pas combien ils le mettent là. 10. Là, ils mettent 20 minutes. Ah, pardon. À 2, t'as testé avec Dylan à 2. Apparemment, c'est pas incroyable. Voilà, à 2, ça marche, mais ça reste là. Ouais. Sinon, on l'a fait à 3 et à 5. Et c'était très très chouette. Ouais. Je pense que j'ai jamais joué à Risk, compte à moi. Toi, t'as joué beaucoup. Plus jeune, tu m'as dit. Ouais. Vous avez même fait des règles personnalisées. Ouais, on a changé le jeu. On a fait une variante non officielle. Et du coup, je ne peux pas comparer ce Risk à l'autre. Toi, t'avais joué à Risk, je me souviens plus. Non. J'ai vu les gens regarder, j'ai jamais joué. Ok. Mais par contre, c'était une très très jolie expérience. C'est pas du tout compliqué, c'est assez fluide, ça va tout seul. C'est assez rapide à jouer, c'est assez tendu. Ça peut être très méchant aussi. On va pas aller plus en détail que ça parce que bientôt, un plateau sur table sort avec notre avis sur Risk. Enfin, notre avis. C'était Dylan et toi. Oui. Probablement la semaine prochaine. Semaine pro. Ouais. D'accord. Probablement. Très bien. Donc Risk Strike, très jolie découverte. En plus, le matériel est super beau, la boîte est super belle. Alors, la boîte, juste la boîte, ça donne envie de l'acheter. Ouais, Elle claque. Hein. clairement. Puis il est pas trop cher, il est à 26 francs 50.
Je trouve que pour le matos qu'il y a dedans, c'est plutôt raisonnable. Et du coup, Vanny. Ah. Mon chouchou. Bah, des couverts de Cannes. Oui, qu'on a redécouvert du coup tout récemment. Exactement, Gang of Dice. Gang of Dice aussi, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'on en parlera également. Mais je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Je voulais l'acheter déjà en anglais avant qu'il sorte en français, mais impossible, c'était sold out partout. Gang of Dice, c'est un jeu de chance. On va lancer des dés, on va essayer de faire des... ou ne pas faire des combinaisons. Des combinaisons. Parce que si on fait ces combinaisons, on a perdu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va miser les dés, on peut utiliser autant de dés qu'on veut, et si on les perd, bah, c'est le gagnant qui va tout récupérer. Exactement. Ça, voilà. Quoi d'autre sur ce magnifique jeu? Alors, Je suis nul. Oui, non, mais la dernière partie, j'étais nul aussi. Du coup, ça tourne quand même à 2 ou c'est vraiment mieux à plus, j'imagine. Ouais. Encore une fois, ça reste un jeu d'ambiance, donc eux, ils le mettent à partir de 2. Je vois pas forcément l'intérêt à jouer à 2. Par contre, je suis presque déçu. Ça se joue de 2 à 4 personnes. Ils auraient presque pu pousser jusqu'à 6. Ça aurait coûté plus cher. Il y aurait eu beaucoup plus de matos. Mais tellement plus d'ambiance, je pense. Mais bon, à 4, il est vraiment cool. Ouais. À 3, je pense que c'est pas. Est-ce qu'on l'a déjà fait à 3? Non, je crois qu'on l'a pas encore fait à 3. À 2, clairement, ça tombe un peu à plat. Mais... À 4, il y a déjà 36 dés. Oui. Donc voilà, pareil, il y aura un plateau sur table qui va sortir dessus, du coup, dans 4 semaines, a priori. En tout cas, si vous le voyez passer, parce qu'il est déjà sold out aussi en Suisse. Hein. Oui, j'en ai commandé 7. On a reçu 1. C'est un bon début. C'est ça, voilà. Et c'est Vanny qui l'a acheté. Ouais. Ah ouais. Ah, tellement je l'attendais. Mais toi, t'es le meilleur client, non? Je compte tous les points. Trop facile de vendre des jeux, trop facile. Donc voilà. Je vois qu'il y a des joutus dans le chat. Yes. Salut Bertrand. Salut Fred. Et du coup, une autre découverte? Ouais. On était de passage chez Un Monde de Jeux avec Giudini, mon éditeur, et j'ai pu découvrir Sur les traces de Darwin, qui fait beaucoup parler de lui, on va pas se mentir. Et j'ai vraiment trouvé sympa. Comme beaucoup, j'ai été surpris de l'accessibilité, de la simplicité, mais c'est vraiment hyper efficace. C'est vraiment extrêmement clean, il n'y a rien qui dépasse. C'est très... c'est un peu, entre guillemets, convenu. J'ai pas l'impression que ça réinvente la roue, mais ça marche très bien. Ouais, exactement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... À peu près pareil. C'est vrai qu'il y a 2-3 petits détails où tu sens que c'est un jeu un peu plus poussé qu'un jeu vraiment familial. Parce qu'il y a 2-3 petites gestions supplémentaires et puis 2-3 petits bonus à avoir à gauche, à droite, à des moments précis. Chose qui n'est pas forcément toujours évident quand tu t'adresses à un public vraiment très large. Mais c'est fait de manière tellement light et maîtrisée que c'est vraiment hyper agréable. Ouais. Après, est-ce que j'en ferai une 50aine de parties? Je pense pas. À mon avis, pas. Après, est-ce qu'on fait beaucoup d'une 50aine de parties de nos jeux actuellement? Non plus. Donc, voilà. Bah, ou non, ça... Non. Mais c'est vrai qu'il était très agréable. Visuellement, il est incroyable. Ouais. Le travail éditorial. Faut reconnaître le travail éditorial. Ouais. Chez Sorry We Are French, ils sont forts pour le travail éditorial, il n'y a pas à dire. Clairement. C'est aussi qu'ils sortent que 2 ou 3 jeux par année, mais... Ouais, ils en sortent pas beaucoup. C'est eux qui avaient fait Iki. C'est eux qui ont fait le Greenville, notamment. Ça, c'est beaucoup plus vieux, mais c'est excellent. Moi, j'ai Ganymede. Ouais, Ganymede, exactement. Qui est très chouette. Je les ai découverts avec Ganymede, que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. C'est clairement un jeu que j'aime beaucoup. Parce que Ganymede, pareil, simple d'accès, quand même assez stratégique, pas trop long. C'est hyper... c'est un petit peu moins facile d'accès quand même que sur les traces de Darwin. Clairement. Mais je trouve que très bon jeu. Dans sa catégorie, il y a suffisamment de réflexion pour que ça plaise vraiment à un public avancé. Ouais. Et en même temps, il est suffisamment court et suffisamment accessible pour des gens qui n'ont pas l'habitude des gros jeux. Malgré le fait que la thématique et la gestion, la réflexion du jeu soient presque gros jeux. Ouais, initié quoi. Mais vraiment agréable en tout cas à jouer. Autre chose ?
plusieurs autres choses que j'oublie, donc sans doute. On fait toujours beaucoup de parties de Sea Salt and Pepper que ma femme adore. Donc il sort énormément chez nous, Sea Salt and Pepper. Donc c'est toujours un plaisir. J'attends l'extension avec impatience. La mini-extension, le mini-booster. Est-ce qu'il rentre dans la boîte de base? Oui, c'est quelques cartes, hein, donc bien sûr. Ouais. Ça dépend je me souviens plus si la boîte elle est déjà bien pleine ou pas. Bon, c'est vrai qu'elle est bien compacte, mais c'est vraiment que quelques cartes, à mon avis. Il faudrait faire une big box. D'ailleurs, aujourd'hui ou hier, il y a Bruno Catala qui a posté une vidéo pour voir comment fonctionne l'extension, si jamais. Ouais. Si on a envie de s'intéresser. Et elle est déjà jouable sur BGA. Ah ouais. Board Game Arena, donc Okay. j'ai testé. Et c'est assez sympa, ouais. Sachant... Il y a en fait, c'est, je crois, 7 cartes, Mhm. si je ne me trompe pas, qui modifient un petit peu qui donnent des effets un petit peu supplémentaires. Donc Ok. ça Des change légers pas tout le jeu. twists, C'est très léger. Ouais, exactement. Cool. Mm. Du coup, ça, faudra scruter pour quand ça sort. Et du coup, J'avais vu passer le commentaire de Diogo qui dit que les distributions en Suisse, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, Ouais. Ok. commentaire suivant. Voilà. Non, c'est de la distribution en Suisse, ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est compliqué, c'est qu'on est tributaire de non seulement nos distributeurs en Suisse pour qu'ils prennent assez de quantité, et aussi des distributeurs français, éditeurs français, pour qu'ils nous gardent pour la Suisse assez de quantité. Parce que si un jeu a beaucoup trop de succès en France, eh ben on ne voit même pas la couleur en Suisse. Je prends par exemple Revive de chez Matago, on n'a même pas vu la couleur de ce jeu, quoi. Et pourtant, j'ai fait une préco dessus. Ouais. Donc voilà, on attend avec impatience la deuxième impression. Et voilà. Mais quand vous êtes dans ce cas de figure, vous savez à peu près quand ça arrive, vous avez zéro nouvelle. Zéro information. Ok. Ah ouais, sympa. En fait, on a la précommande, on ne sait pas quand et on ne sait pas si. Ouais, c'est Ah ça. ouais. Donc, Ça se peut que carrément il n'y ait pas de distribution prévue. Ouais. Ah oui. J'avais précommandé un jeu qui n'est jamais venu. Ok. Donc voilà. Il est arrivé en catalogue, il a été distribué en France, il n'y en avait plus assez pour la Suisse, il n'est jamais arrivé en Suisse. Très bien. Ah pardon, Revive, on n'a rien raté. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont d'accord avec toi. Parce que j'ai eu de très très bons échos quand même. Oh, mais on verra bien. On verra bien. Mais c'est vrai qu'il me tente pas mal celui-là. Et du coup, je crois qu'il y a ta chérie qui est sur le chat. Oui, j'ai vu. Coucou. Elle dit Hello. oui, je pense qu'elle faisait référence à Sea Salt and Pepper, à mon avis. Ouais. Ah oui, il faut dire que le chat a plus ou moins 2 minutes de Oui, retard. ouais. Et puis, il y avait David aussi qui est arrivé sur Oui, le chat. salut David. Hello. Si on enlève les règles, je me réjouis de l'hippocampe. Ouais, ça c'est l'hippocampe, c'est une carte de Sea Salt and Pepper. Une des cartes additionnelles. Il y a un grand débat sur Matago dans le chat. Ouais. Très bien. Ouais, je vais rien redire sur Matago, je vais me refaire taper dessus, mais voilà. Disons qu'en Suisse, c'est toujours compliqué avec Matago. Peut-être qu'on arrivera à parler avec Matago à Vichy. Ce serait On essaiera. mal. Ce serait pas mal. Parce que je suis sûr qu'on peut trouver des choses, mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Du coup, es-tu prêt à ce qu'on te balance plein de questions? Je suis jamais tout à fait prêt, mais allez-y. Et aussi à la maison, n'hésitez pas à écrire des questions dans le chat. Yes. C'est ça. Et surtout, si elles sont très gênantes, c'est plus drôle. Si elles sont pertinentes, c'est mieux. Mais, première question. Oui. Comment t'es tombé dans le chaudron? Mais c'était plus tard, ça. Ah, il y a encore avant ça. Mais oui, j'ai plein de choses. C'était ça le dessin de chaudron. Non, c'était la recette qu'on va faire après. Vas-y. Bon, je Mais réponds. oui, Vas-y. J'ai toujours joué. J'étais dans une famille où, l'air de rien, il y avait quand même pas mal de jeux. Bon, c'était les classiques un peu de l'époque, hein, c'est-à-dire Monopoly, Cluedo, etc. Pas mal de parties de Yahtzee avec mes sœurs. Je me souviens que mes sœurs adoraient aussi le Ligretto. J'ai jamais trop joué parce que ça me faisait un peu peur, elles étaient beaucoup trop rapides. mais ouais, on a toujours pas mal joué, surtout avec ma mère, mes sœurs, mon frère.
Et puis ensuite, c'est beaucoup plus tard que je suis tombé plus dans le jeu de société moderne. C'était avec Citadel. Ok. Donc Citadel, c'était un peu ma première claque ludique, si on veut. Et pour y avoir rejoué il n'y a pas si longtemps que ça, il a vraiment pas trop vieilli. Je suis assez impressionné en fait. Okay. Je sais pas si vous y avez rejoué. Non. Et en fait, ça va. Alors c'est pas moi qui l'ai proposé, on était chez des amis et tout, mais en fait c'était assez cool encore. Ok. Donc assez impressionnant de voir, je sais pas la date de sortie de Citadel, mais je crois si vous l'avez dans le chat. mais je pense que ça date. Hein. Ça date, et puis vraiment assez cool. Bref, donc ça c'était un peu ma première claque ludique. Après, je suis allé pour la première fois dans une boutique de jeux et je savais pas quoi prendre. Et du coup, j'ai pris un autre jeu de Bruno Faiduti, puisque je me suis dit, je vais regarder l'auteur et je vais prendre un jeu du même auteur. Et c'était Novembre Rouge. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. Pas. Jeu où c'est complètement déjanté, où tu es dans un sous-marin et c'est collaboratif. Il y a des pièces qui prennent feu, c'est le bordel dans le sous-marin, il y a des voies d'eau. Et c'est vraiment assez drôle et tout. Et puis, de fil en aiguille. Alors, parallèlement à ça, j'avais reçu le Risque. On a parlé du Risque avant. On a joué avec des potes au Risque pendant 10 ans. On s'est vu avec le même groupe de potes, toutes les quelques mois ou comme ça, pour jouer au Risque. Et puis, l'air de rien, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et puis, c'est des amis de l'école secondaire. Donc, et puis, comme je vous disais, le Risque, on a évidemment changé le jeu, on a modifié les règles, on a apporté tellement de modifs. Je vois qu'il y a des gens qui se marrent dans le chat. Oui. Il y a une question très pertinente avant. On vient de Mordor. Je vais finir sur les jeux modernes. Mais oui, suite au Monopoly, en fait, après, on a joué évidemment à plein d'autres trucs, avec le même groupe de potes, puis avec d'autres amis, puis j'ai élargi ma ludothèque de plus en plus. Et voilà. Et c'est très bien. C'est comme ça que je me suis fait happer par le monde ludique. Et du coup, je crois qu'on a déjà eu la réponse avec Dune Imperium, mais est-ce que tu as d'autres jeux favoris qu'on voit un peu. J'adore le Skull King. Ouais. Un gros fan de Skull King. Encore plus con et primaire, j'adore Taco Shabuchi's Pizza. J'adore ça. Je crois que primaire, c'est le mot. Ouais, c'est vraiment. Je pense réflexe, que ça fait appel à une partie de ton cerveau qui est aux antipodes de celle de Dune Imperium, quoi. Donc j'aime vraiment. Mais ça fait du bien aussi. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Je crois que je suis. Enfin, il y a des jeux où je suis pas, je pense, un plus gros joueur que ça. C'est-à-dire que je pense qu'un Lacerda, je suis pas sûr que j'aurais du plaisir à jouer à un Lacerda. J'ai jamais testé. En fait, j'ai l'impression que j'ai un peu mon plafond là. Enfin, j'adore jouer à des jeux experts légers, si on veut bien, type Dune Imperium, Narak. Je pense que j'aurais de la peine. Ark Nova, j'ai trouvé sympa, mais je vais me faire défoncer. C'est pas grave. J'y prends pas plus de plaisir que ça. Je pense que c'est un jeu, plus tu joues, plus tu prends de plaisir. Je pense qu'en fait, il y a quand même un rythme dans Ark Nova qui fait que peut-être le jeu n'est pas immédiat. Ouais. Et il ne convient peut-être pas à tout le monde. Et surtout, c'est un jeu à deux. Oui. Pas jouer à plus. Mais j'ai toujours joué à deux, et j'ai fait quelques parties. Quand même. Mais bon, sympa, mais je pense pas que je l'achèterais. Je suis pas comme certains complètement fan du jeu, etc. En parlant d'Ark Nova, demain il y a Zo Tycoon qui arrive. J'ai reçu aujourd'hui le message qu'on a été envoyé, donc demain sera là. Ça, c'est des éditeurs suisses, non ? Oui, exactement. C'est les mêmes qui ont fait Pachacuna. Pachacuna, ouais. Exactement. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas Zo Tycoon, c'est un jeu de nouveau avec un zoo, avec des milliers de meeples d'animaux dedans. C'est tiré d'un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui a fait mon enfance, Zo Tycoon. Tu y as joué, toi ? Non. Et du coup, voilà, j'ai tellement hâte de le tester. Il y a déjà quelqu'un qui a dit que c'est le nouveau Ark Nova. Ok. Donc c'est Ark Nova ++. Ouais, mais au niveau du thème ou aussi au niveau des mécaniques, c'est ça la question. Je pense plus. Vraiment de la gestion de tout. Ok. On verra. Bon. Prochain live, on en parle là. Yes. Les zoos, on la cote, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, tous les trucs un peu nature ces dernières années. Ouais, c'est vrai. En même temps, c'est apaisant, ces thématiques. Oui.
je trouve. Oui, en parlant de Team Nature, les joues-tu. J'adore aussi Wingspan. Ça, c'est un... Alors, il y en a qui sont revenus dessus en disant « Ouais, c'est un hockey game, etc. » Je suis pas d'accord. Non, moi, je trouve que Wingspan, avec ses extensions, j'adore aussi. Ouais, c'est vraiment très, très bon. Et Everdell, que j'adore aussi. Voilà un petit peu, si je devais en citer quelques-uns, je pense que... Cool. Ouais, il y a des bons jeux assez variés en plus. Ouais. Est-ce que certains de ces jeux t'ont influencé ou est-ce pour créer Sawari, ou t'as l'impression que c'est d'autres styles de jeux? C'est une bonne question. Non, j'ai pas l'impression. Alors moi, je pense qu'on est forcément influencé indirectement par tout ce qu'on joue, par tout ce qu'on vit, par tout ce qu'on voit, etc. À tel point que je pense qu'on peut avoir des influences sans en avoir conscience. Après, j'ai pas vraiment l'impression. Je me suis pas dit en faisant Sawari, je me suis pas dit ah tiens, je vais essayer de faire un tel et tel jeu like. Non, c'était vraiment... Puis ça a été un tel cheminement, un tel chemin de bataille pour arriver vraiment au jeu final que de toute façon, même s'il y avait eu une influence, elle aurait été noyée. Donc, non. Du coup, dans les toutes premières questions, pour faire un peu plus connaissance avec toi, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel âge as-tu? Où vis-tu? On veut tout savoir. Alors, je vis dans le Mordor, il paraît. Bah, pour moi, c'est la comté. J'habite dans la campagne neuchâteloise. Donc, entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, une petite vallée qui s'appelle le Val de Rue. Donc, non, c'est la comté. Hein. On a des pieds poilus, on boit de la bière. On est des hobbits, nous. Bah, j'avoue, j'y suis allé. C'est pas le Mordor. Le Mordor, c'est vraiment juste à côté. Mais tu es allé dans mon village même. Ouais. Tu es allé à Fontaine-Melon. C'est assez incroyable. Un des noms les plus improbables de Suisse. Fontaine-Melon. Mais ça prouve que c'est la comté. T'es d'accord? C'est le Shire. Fontaine-Melon, c'est un nom de hobbit. On est d'accord. Exact. Non, alors moi, c'est Arnaud Chablot. J'ai 33 ans. Que dire d'autre? Je suis graphiste. Donc je travaille dans l'horlogerie et puis je suis dans la création de jeux de plus en plus, qui me prend vraiment le plus de temps, et j'ai envie vraiment de m'y consacrer de plus en plus depuis 2020. Je pense que c'est en 2020 que j'ai voulu m'y consacrer vraiment, mais j'ai déjà fait des protos avant où c'était un peu what the fuck. je vous le cache pas. je pense que toutes les personnes qui ont fait des protos sont passées. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. C'est probable. Donc voilà. Très bien. Et quelles sont tes passions? Parce que jeux de société, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font vibrer? Alors, je t'avoue qu'entre le job, ma famille, oui, j'ai pas dit, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc je suis père de 2 filles de 4 et 5 ans. Sacré job. C'est aussi un sacré job, c'est aussi un peu une... Je sais pas si on peut parler de passion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps, et la famille, pour moi, c'est aussi hyper important, donc c'est un temps qui est aussi important de consacrer. Ouais. À part ça, j'ai le dessin. Donc je fais de moins en moins. Donc il y a même un moment donné où je m'étais un peu lancé dans l'illustration, j'avais un projet artistique, etc., que j'ai freiné au moment où j'ai vraiment voulu créer un jeu. Donc il m'a fallu choisir, puisque pas assez de temps. Ouais. Mais oui, j'aime beaucoup les arts graphiques, j'aime beaucoup les BD. J'adore les BD et le dessin. Voilà, c'est un petit peu mes passions. Je reste sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a la question de Fred qui nous demande si tu fais aussi les illustrations de jeux. Non, je fais pas d'illustration de jeux. Je fais par contre, où je peux être amené à faire du graphisme. En tout cas, je serais assez intéressé à être graphiste dans le milieu du jeu. Et pour Sawari, justement, c'est moi-même qui ai mis en page les règles. Okay. Donc j'ai pas fait le graphisme du jeu, mais j'ai endossé cette responsabilité de mise en page, donc de graphisme du livret de règles, qui est quand même un gros boulot.
Oui, pour que ce soit clair, bien. Mais bien justement, structuré. c'est là aussi où ça prend tout son sens en étant auteur, de vraiment mettre en page, de vraiment. C'est vraiment hyper intéressant. C'est Hyper vraiment important intéressant aussi. ce que tu dis, parce que ce que j'ai entendu aussi, surtout pour certains grands éditeurs, tu arrives avec ton projet, tu abandonnes ton projet et c'est vraiment l'éditeur qui s'occupe de tout le reste. Ouais. Et au final, tu reconnais même pas ce que tu as créé parce qu'ils ont tout changé. Alors, je crois que ça peut beaucoup varier d'un éditeur à l'autre. Il y a vraiment des éditeurs où, comme tu dis, tu abandonnes ton projet et puis parfois, c'est Théo Rivière qui en parle, où parfois ça lui est arrivé, heureusement assez rarement je crois, d'avoir la mauvaise surprise que le jeu sorte et qu'en fait il n'était pas au courant, qu'il voit ça c'est la couve, et en fait d'autres personnes le voient avant lui, enfin des problèmes de communication comme ça. Mais je crois que c'est quand même des cas assez, j'espère, assez peu fréquents, et puis que la majorité du temps il y a quand même une bonne communication. Mais dans mon cas avec Giudini, sur ce truc-là, c'était incroyable. On était sans arrêt en communication. Même, il me posait des questions, il m'impliquait sur des sujets où ils n'auraient pas été forcément obligés de le faire. Donc aussi hyper intéressant, hyper passionnant. Ouais. Je pense que c'est aussi gratifiant et important, surtout sur un premier jeu, en tout cas, pour toi de voir comment le jeu évolue, le processus qui suit pour pouvoir arriver à sa forme finale. Ouais, clairement. C'est extrêmement intéressant, et peut-être que si tu as des projets futurs, il y en aura peut-être qui te tiendront spécialement en cœur, tu auras envie de les suivre, puis peut-être que d'autres, tu te dis, je me sens de les laisser. Alors dans tous les cas, et ça c'est vrai aussi, c'est quand même de toute façon, c'est bien à un moment donné de lâcher. Parce que si tu es trop proche de ton projet, c'est ton bébé, machin, on peut pas y toucher, ça va pas non plus. Non. Il y a un moment donné, il faut dire, ok, c'est un travail d'équipe quand même, j'ai fait un bout. Maintenant, l'éditeur, il doit aussi faire sa part. Oui. Il y a des éditeurs qui font aussi un peu de développement, donc il faut aussi les laisser parfois toucher aux mécaniques, etc. Et puis, c'est aussi pour le bien du projet. Donc il ne faut pas non plus être trop attaché à ton bébé, et puis il faut aussi le partager. Sinon, tu fais de l'autoproduction et Ouais, voilà. Exactement. Ouais. Et encore, je pense que si tu es trop attaché, que tu n'as pas assez de recul, au bout d'un moment, tu n'acceptes même plus les critiques, tu n'arrives même plus à faire évoluer ton jeu. C'est extrêmement important d'avoir du recul et puis de... Mais c'est pas facile. Non, ça c'est clair. C'est quand même un exercice de dire ok, je vous fais aussi confiance, et puis amenez aussi votre patte sur ce projet. Ouais. C'est un projet commun au final. Yes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à créer des jeux ? À quel moment tu t'es dit si je me lançais là-dedans, tes premiers protos, qu'est-ce qui t'a donné la petite flamme ? Alors, moi justement, je dis toujours que j'ai commencé en 2020. Comme je vous disais avant, en vrai, il y en a eu avant. Il y a eu une période notamment où j'étais au chômage, où j'ai eu envie de me lancer, et en fait, je connaissais rien du monde. Enfin, entre guillemets, je ne savais pas comment ça marchait. Je ne savais pas s'il fallait d'abord faire... Comme j'étais graphiste, j'avais l'impression qu'il fallait faire un truc joli pour après avoir un... En fait, j'y connaissais rien du tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de crash tests parce que je ne suis même pas allé voir vraiment des maisons d'édition. Okay. Je faisais dans mon coin, je voyais que ça ne marchait pas, etc. Ça me semblait impossible. Et puis vraiment, je crois qu'un des déclics, c'était un podcast. Le podcast 6388. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, ça me dit rien du tout. Un podcast de Zéphiriel et Théo Rivière, où en fait il décortique un peu la création d'un jeu de société. Et puis ça a été un des déclics où je me suis dit ah ouais, mais c'est possible, ou ah ouais, mais maintenant je comprends exactement en tant qu'auteur de jeu qu'est-ce que je dois faire, quels sont qu'est-ce qu'on attend de moi, la part de l'éditeur, comment ça fonctionne. Et puis à partir de là, c'est vraiment là où je me suis dit maintenant j'arrête d'hésiter parce que j'osais pas me lancer, etc. Maintenant, je me suis dit, ok, j'assume, et puis j'essaye de faire un jeu. Ouais. Voilà, puis ça, c'était début 2020. Donc, ouais. Et du coup, c'est comme ça que Sawari, tu l'as créé, tu l'as pas lâché. Non, ouais, en effet, il fallait pas le lâcher. Mais non, je l'ai pas lâché. Sawari, il a eu beaucoup de... Sense au début, oui. Au début, c'était même pas Sense pour tout vous dire. Au début, c'était un jeu avec des écureuils.
qui s'appelait Squirrel. Et donc c'était un... Et à la base, donc c'était vraiment... Pour moi, c'était un petit jeu. Donc il y avait déjà un peu les mécanismes, et je me rendais même pas compte de la complexité, entre guillemets, quand tu sais ton jeu et que tu joues, puis que c'est dans ta tête et tout, en fait, ça, tu dis, ah, c'est un petit jeu. Et j'étais allé voir Sébastien Pochon qui m'a dit, attention, c'est pas un petit jeu. Je pense que tu ferais bien de changer le thème, tu ferais bien de le mettre dans une plus grande boîte. Enfin, c'était aussi hyper intéressant comme retour. Donc Seb m'a vraiment beaucoup aidé. Donc ouais, c'était tout un parcours pour arriver jusqu'à Sawari. Il y a Miguel qui a repris un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, que l'implication du trio auditeur, auteur et illustrateur, c'est une bonne méthode. Donc, et après ça, il a dit que ça peut être dangereux de lécher les éditeurs. Oui, je crois que ma langue a fourché, non ? C'est ça. Il y a 3 personnes qui ont retenu ton lapsus. Évidemment, j'en doute pas. Ensuite, en comptant tous les protos que tu as fait depuis le début, même les crash tests, est-ce que tu arrives à dire combien à peu près tu as fait de protos ? Donc y compris ceux qui sont en cours maintenant, ouais. Tous. C'est une bonne question. Peut-être une vingtaine ou une trentaine, je pense, en tout. T'as bien testé plein de choses. Je pense, ouais. Et parmi ceux-là, t'en as laissé de côté combien ? Les crash tests, c'était des embryons de proto, quelque part, parfois. Donc sur cette trentaine, parfois, c'était, je découpais des tuiles en carton, je testais un peu, je voyais que ça marchait pas et j'oublie. Mais combien j'ai laissé de côté, combien il me reste aujourd'hui ? Aujourd'hui, je travaille peut-être sur, plus ou moins activement, on va dire, sur peut-être moins de 10, je pense. Alors, c'est déjà pas mal. 10 ou, dans ces eaux-là. Ça fait déjà pas mal, effectivement. Ça fait déjà pas mal. Après, à quel moment est-ce que tu considères qu'un proto est laissé de côté ? Parce que parfois, je me dis, bon, celui-là, je ne l'ai plus touché depuis 1 an, depuis 2 ans. À quel moment est-ce que je considère qu'il est dead, quoi ? Ouais, est-ce que vraiment, je vais y revenir ? Parfois, j'ai toujours le petit espoir, celui-là, j'aimerais le retravailler. J'espère que je vais le faire et que je vais réussir à me donner la motive pour le faire, parce que je pense que parfois, ça vaut la peine. Et parfois, ça vaut aussi la peine de laisser couler des projets, et puis peut-être que c'est pour le mieux que ça se fasse pas. Ouais. Et puis tout d'un coup, ça m'est arrivé aussi en musique, tu laisses des trucs un peu de côté, puis tu réécoutes ton enregistrement 2 mois plus tard et t'es là, mais pourquoi j'ai pas continué ça ? Donc peut-être ça fait un peu pareil aussi. Puis quand ça t'arrivait, tu reprenais la track ou des fois, tu laissais tomber. Ok. Et il faudrait que tu ressortes tes protos. Ouais, c'est ça. Ouais, tu m'as dit que t'étais dans la création aussi. Oui, il a même présenté un de ses protos à Scorpion Masqué. Ouais, non, pas sur Masqué. Ah bon ? Il a ton chef de communication, c'est plus ça. que toi. J'allais pousser à présenter le jeu. Ah ouais. Je crois que j'étais tellement flippé comme pas possible que j'ai complètement éludé ça de mon esprit, tu sais. Et tu sais que j'ai aucun souvenir. C'est vrai ? Mais alors, vraiment aucun. Pourtant, j'ai le souvenir d'avoir joué avec l'autre personne chez Boom Boom Games. Mais ça, c'était à la Tour de Paix. Du coup, t'avais eu un retour ? Je ne sais même pas. Non, tu sais. Mais c'était il y a longtemps, du coup. C'était en 2019. La première fois qu'on est allé à Cannes. Okay. En fait, on a découvert Cannes et il est arrivé avec son proto. Et je lui ai dit, Scorpion Masqué, il faut que tu ailles chez eux. Et on a réussi à aller. Bon, ils ont un petit peu démonté le projet, mais je pense que c'est normal la première fois que tu... C'est normal. Voilà. Oui. Mais... Très bien. Et juste pour les personnes qui sont dans le chat, pour certaines questions, je vais prendre note, je reviendrai après, je ne vous oublie pas. Exactement. Puis surtout, il y a peut-être quelques questions qui sont déjà dans la liste. Qui se recoupent. Voilà. Ouais, donc moi, je ne pose pas de questions parce que... Mais tu as le droit, si tu veux. Allez, Vanny. Quelles ont été tes inspirations, du coup, mécaniques et pour Sawari ? Puis après, comment est-ce que, justement, tu nous as dit qu'au début, c'était avec des écureuils. Ouais. Comment est-ce que tu es arrivé sur les écureuils ? Comment après, tu as réussi à faire le changement vers une autre thématique beaucoup plus désertique, du coup ? Ok, alors, une question à la fois. Déjà mécanique.
Justement, moi j'avais envie d'un jeu tactique, donc ça je crois que c'était déjà dès la base, où on serait des écureuils dans une forêt et où il y avait déjà du blocage. Donc il y avait déjà cette question de, on a chacun 2 meeples d'écureuils, et puis il y avait les renards qui bloquaient des espaces entre les arbres. Les arbres étaient des tuiles, et entre les arbres, il y avait des espaces où les renards pouvaient aller bloquer, et puis à son tour, tu déplaces l'écureuil, tu prends une ressource. Donc ça franchement, c'est resté encore vraiment comme ça. Et tu déplaçais un renard qui allait bloquer l'autre. Donc dès le début, il y avait quand même cette idée d'interaction. Mais au début, j'avais pas ce truc de chaînage de cartes. Pour ceux qui ne voient pas, à Sawari, tu as des cartes qui se chaînent entre elles, qui ont comme des cartouches d'effets à des hauteurs différentes et où tu as un système de chaînage. Tout le monde va dire, et ça m'emmerde... C'est comme After Us. Exactement, comme After Us, donc qui est arrivé après que j'ai trouvé ça. Mais c'est souvent comme ça, hein. C'est jamais, t'es jamais le seul à avoir l'idée, et puis c'est comme ça. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas du tout été pris d'After Us. Je me souviens que quand les premières photos d'After Us sont venues, j'étais un peu paniqué et j'ai tout de suite dit à mon éditeur « Ah merde, regarde ce qui sort chez Catch-Up et tout ». Et puis ils m'ont dit ça n'a pas l'air similaire, le reste n'a pas l'air si similaire que ça, t'inquiète pas, etc. Non. Mais c'est clair, qu'en tant qu'auteur de jeu, quand t'as l'impression d'avoir trouvé une méca assez cool et que t'as un jeu qui sort avec cette même mécanique, ça fait un peu mal. C'est clair. Ou en tout cas, ça te fait un peu peur. Ça fait un peu flipper, quoi. Oui. Mais au final... Voilà. Mais je crois que la ressemblance s'arrête là. Enfin, le jeu est quand même assez différent. Je sais pas si toi testé After Us. Non, j'ai pas testé. Ça m'intéresserait bien de le tester. Parce que je pense que c'est un peu aux antipodes. En tout cas, en termes d'interaction, d'après ce que j'ai compris. Oh oui. Ouais. Oui. Bonne soirée, Dylan. Ciao. Ciao, Dylan. Désolé d'avoir pris ta place. Non, je crois qu'il était content d'avoir congé. C'est vrai. Ce soir. Je t'ai donné un congé. Et il est en train de finir le montage. De faire le montage. Ouais. Donc pas tant congé que ça, en fait. Au plaisir de se recroiser. Yes. Mais à part ça, alors je vais pas faire le lien avec After Us et Sawari, mais de After Us, la seule chose que j'ai aimé, c'était vraiment cette question de chaînage de cartes, et du coup je suis content de le retrouver ailleurs avec un jeu que je vais apprécier un petit peu plus. Espérons. Non, mais sûrement. Après, on l'avait testé à Cannes. Vous l'aviez testé à Cannes, c'est vrai. Ouais. Et je me suis pris plein la figure. Ouais, on en reparlera. On pourra reparler de la méchanceté. Oui, il est toujours aussi méchant. Oui. Ah oui. Ouais. Ça marche. Mais on développe après. Parce que j'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Yes, cool. Yes. Et puis du coup, comment as-tu réussi à changer la thématique pour arriver justement sur une thématique la thématique qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que ça a été difficile? Et puis quelles ont été justement tes réflexions? Alors quand tu es un auteur vraiment débutant, et puis que t'arrives chez Sébastien Pochon, alors déjà t'es dans tes petits souliers, t'es déjà tout content qu'il t'accueille chez lui, quoi. Et puis donc tu prends en compte un peu ce qu'il te dit quand même. Ah bon? Donc ouais, ça c'est un retour hyper intéressant qu'il a eu, et vraiment une analyse tellement pointue, tellement pertinente aussi, de dire en fait non seulement la mécanique, la thématique, il m'a dit, non seulement tu peux te tromper de public, c'est-à-dire que les petits écureuils gentillets, ça pouvait plus faire penser à du jeu enfant, voire familial, très très léger. Et donc, en plus de ça, ça allait pas avec les mécaniques. Enfin, ouais, c'est justement, on l'a évoqué, la méchanceté, donc c'est un jeu quand même où il y a beaucoup d'interactions, où tu peux embêter l'autre, tu bloques, tu attaques. Il a dit non, il faut changer. Alors il m'a proposé, il m'a dit pourquoi tu fais pas des pirates? J'ai dit non, pirates, j'ai pas envie, il y a trop de jeux avec des pirates, alors qu'en vrai c'est une thématique que j'aime bien.
Mais ouais, du coup, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas des clans dans le désert, des trucs où t'attaquerais des caravanes. Et puis j'étais beaucoup plus à l'aise de partir là-dessus. Et puis du coup, le changement de thème et aussi de nom de proto et tout, ça s'est fait assez vite. Ok. Bon, alors, comme je disais, le fait que je sois graphiste, ça aide beaucoup pour faire des protos. Oui. Et puis ça aide pour trouver des images, pour vite faire des petits pictos, pour vite l'iconographie. Donc, pour que les choses soient aussi claires dès le début. C'est assez facile de changer un thème ou des visuels ou comme ça. Ça, c'est peut-être le petit avantage que j'ai. Après, voilà. Le job, il faut quand même le faire. Mais ça aide un petit peu. Donc, ouais. C'est clair. Voilà. Et quand ont été les premières ébauches de Squirrel, du coup? C'était 2020 ou... Ouais, je pense que ça devait être fin, parce que moi j'ai compté le début du projet de début 2020, mais c'était vraiment, on n'était même pas encore à Squirrel à ce niveau-là. Ah ouais. J'étais vraiment dans du maquettage, je testais des trucs, je suis parti aussi un peu du matériel, j'avais l'idée de trucs en 3D, enfin vraiment j'ai exploré plein de pistes qui sont pas restées. Donc en vrai, mes petits écureuils, je pense qu'ils sont venus plus tard. Peut-être qu'on était déjà en 2021 ou je pense 2020, fin 2020, début 2021, il devait y avoir déjà les ébauches de ce qu'allait être Squirrel. Et puis... J'ai quand même une question, parce que c'est vrai qu'on a parlé des petites écureuils et de le fait qu'on pouvait se tromper d'âge, mais toi, tu avais visé quoi, en fait, comme type de jeu à l'époque? Justement, ça, c'est un de mes travers récurrents. J'ai envie de faire des petits jeux simples, familiaux et tout, et je finis par faire des jeux un peu plus costauds. Ça, c'est un gros problème. Peut-être que plusieurs auteurs débutants ont un peu ce travers, quoi. Que tu veux faire simple et tu fais compliqué. C'est très dur de faire simple. Ouais, oui. Et que ça marche. Les 2 ou 3 fois, on essayait de créer un proto en jeu ou quelque chose ensemble. Et moi, j'étais sur les trucs simples. Et après, il y avait le QI, mais du coup, on pourrait faire ça, et ça, et ça. Et j'ai ok, d'accord. Ouais. Là, la simplicité n'est plus là. Ah si, c'est simple. Alors, il paraît qu'il y a les deux méthodes. Parfois, on peut aller en ajoutant. Ça veut dire que tu peux partir d'une base très simple et puis tu ajoutes des effets et des trucs, ou tu peux y aller en soustraction. Donc, tu peux... Il y a des auteurs qui adorent, c'est une méthode de travail simplement, tu fous le maximum de trucs que tu peux, d'effets, de cartes, de mécanique, puis après t'es pur. En fait, tu fais vraiment un brainstorming directement dans le jeu. Ouais, en fait, dans le prototypage de jeu, t'es obligé, tout doit être testé, t'es obligé de sans arrêt tester, même si c'est seul, mais c'est encore mieux avec du monde, tu dois toujours tester, donc en fait, autant directement, t'es obligé de passer par... t'es pas obligé. Il y a des gens comme Bruno Catala qui disent qu'ils arrivent à vraiment tellement se projeter dans le jeu que quand ils commencent à prototyper, il n'y a plus tant de changements que ça. Mais ça, c'est Bruno Catala. Il y a une énorme expérience derrière. Ouais, clairement. Et puis il a des mécaniques qu'il adore, qui lui sont assez propres, qu'on retrouve aussi régulièrement. Donc... J'imagine qu'il arrive à facilement faire l'addition des mécaniques qu'il apprécie pour créer quelque chose. Là, je vois qu'il y a Diogo dans le chat, donc un ami auteur, qui dit que c'est dur de rester simple, qu'il essaye de rester simple, mais c'est galère. Donc, je relaye totalement Diogo. Et pourtant, il adore les gros jeux. Et oui. Et tu as fait une private joke un peu plus tôt. Ah, si tu remontes. Désolé, Fat, je voulais pas te mettre. Désolé. Tu peux remonter. Oui, je vais la charger. Alors, parce que je crois que c'était un truc à l'Udesco, vous avez joué ensemble. Est-ce que le super jeu abstrait que j'avais testé à l'Udesco a été abandonné? Il s'appelait Gizo, je crois. Ouais, Gizo n'a pas été abandonné, Diogo. Fais gaffe à ce que tu dis. Gizo est un projet de jeu à deux qu'on a avec Diogo, justement. Donc, Diogo a fondé un groupement d'auteurs suisses, suisse romande, qui s'appelle LAC. Donc, c'est la Ligue des auteurs des cantons suisses. Les groupements d'auteurs ont toujours des acronymes qui font jeu de mots, c'est une tradition, donc on n'a pas dérogé à la règle. Et
Et ouais, et bah, quand j'ai rencontré Diogo à Cannes, j'ai dit faut qu'on fasse un jeu ensemble. Et à partir de là, ben, on s'est vu évidemment plusieurs fois dans le cadre de nos rencontres LAC, justement, où on se retrouve entre auteurs, on se fait tester nos protos, etc. Et puis, on a ce projet en cours et qui avance pas autant qu'on aimerait. Mais au moins, il est là. Ouais. C'est ça. Entre les agendas de Donc de non, de Diogo, chacun, c'est pas abandonné. Jamais. Mais ouais, avec les agendas de chacun, je pense que ça doit être assez compliqué quand même. Oui. Mais enfin, franchement, on a la chance d'avoir le musée suisse du jeu qui nous accueille, donc à la Tour de Paix, où on se retrouve. Puis on a la chance aussi d'avoir des auteurs expérimentés, comme justement Sébastien Pochon, qui vient parfois, mais aussi Greg Larget, qui est un de ses co-auteurs sur beaucoup de jeux. Voilà, il y a aussi Fabian, excuse-moi, je ne sais plus le nom de Fabian, si tu l'as, Diogo, qui est l'auteur du 4X, aidez-moi. Northgard. Exactement, Northgard. Donc Fabian, c'était... J'ai un doute maintenant. Fabian, je sais que David... Damian. Non, non, je crois pas non plus. Je sais plus. David le connaît. David, tu nous redonneras son nom. Aidez-moi. Parce qu'il habite à Fribourg. Oui, exactement. Il habite à Fribourg et puis c'est quand même hyper intéressant d'avoir les retours de ces auteurs qui ont vraiment beaucoup plus de bouteilles. Et puis nous, en tant qu'auteurs débutants, on a beaucoup à apprendre d'eux, quoi. Oui. Donc voilà. Du coup, bonne soirée Anto. Ciao Anto. Bon fin de live. Je regarderai la vidéo de règles de Sawari sur la chaîne de Tim Joudini. Adrian Dinou. Merci beaucoup Diogo. Exactement. Et puis, maintenant, on va parler un peu plus de Joudini, parce que Joudini, c'est un nouvel éditeur. C'est leur premier jeu, si je ne me trompe pas, ou leur deuxième ? Ouais. Premier ? Ils avaient signé un jeu avant, et qui était censé sortir avant Sawari, qui finalement va sortir après. Okay. Donc ça n'a pas été le premier jeu signé, mais c'est leur premier jeu qui sort. Ouais. Et du coup, ça reprend aussi la question de Fred qui demandait de parler un petit peu de Joudini, que je ne connaissais pas. Ouais. Parce que je me dis, t'as un nouvel éditeur, c'est difficile peut-être de trouver des auteurs, puis en tant que nouvel auteur, c'est peut-être trop difficile de trouver des éditeurs. Et en plus de ça, vous êtes les deux nouveaux dans le monde ludique. Oui. Comment s'est fait cette rencontre qui sont cette équipe derrière Joudini et comment s'est passée la collaboration ? Alors, là, de nouveau, beaucoup de questions. Alors, j'avais... Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Il faut juste que je me souvienne de l'ordre. J'ai participé à la première édition de Prototypes, organisée par Théo Rivière sur sa chaîne Twitch. Ouais. Donc, comme je disais avant, Théo Rivière, donc, auteur connu pour plein de jeux, mais surtout, en tout cas de notre côté, de notre point de vue des auteurs, une ressource puis une aide incroyable sur tout ce qui est de la création. Et puis vraiment cette démocratisation de la création, d'expliquer comment ça se passe dans le milieu, il a vraiment... Enfin bref, pour moi, non mais c'est vrai, en fait, il aide, je pense, énormément les nouveaux auteurs à comprendre comment le milieu se passe. Et il a lancé sur sa chaîne Twitch un nouveau concept qui s'appelait Prototypes, où en tant que nouveau auteur, tu peux lui envoyer un mail avec une petite vidéo ou un PDF de règles, etc. Et puis, il débriefe en live, il les regarde en live avec la commu, et puis il fait ses retours, tant sur la forme que le fond, et du coup c'est hyper intéressant. Et toujours avec bienveillance, du coup. Toujours avec bienveillance, aussi la communauté, il met vraiment un point d'honneur là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des prototypes ou pas vraiment, vous aviez conscience ça me donne envie de regarder. Que ça existait. En fait, on a eu conscience que ça existait quand on a discuté avec l'équipe du transpersonnage de Rose Noire. Ah oui, exactement. Ouais. Qui sont passés aussi. Oui. Transpersonnage était passé sur Prototypes. Ouais, exactement. Et puis, de la même manière que Transpersonnage, j'ai eu la chance de me faire remarquer lors de ce Prototypes par les gars de Joudini.
Donc, comme tu disais, hein, t'es nouvel éditeur, t'as pas forcément... les auteurs viennent pas te voir puisqu'ils savent pas que t'es là. C'est un peu le problème, je pense. Et puis, du coup, ils ont regardé Prototypes et puis c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Okay. Qu'ils m'ont contacté après Cannes. Et puis, à Cannes, j'étais aussi au Protolab, donc qui là était un programme du Festival de Cannes pour les nouveaux auteurs. Ouais. Donc voilà, en gros, tu avais un peu un accès privilégié au festival, tu avais accès à des petites conférences, tu étais un peu mis en vue sur le off. Alors, le off, c'est difficile d'être mis en vue. Oui, alors vraiment. Disons que voilà, tu avais juste une petite pancarte Protolab, et puis comme quoi ton projet avait été retenu pour être là. En gros, c'est tout. Ok. Mais Okay. voilà. J'ai jamais remarqué cette carte. Ouais. Mais je crois que C'est normal. Sur toutes les tables du off de Cannes pour ceux qui sont allés. Puis en plus, il y a du monde tellement partout. Que Oui, ouais. C'est assez hallucinant. Il y a Diogo qui a fait une remarque très intéressante, sachant que Théo a bossé un temps dans une boîte d'édition, il a la double casquette. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très juste. Exactement. Donc en fait, lui, il avait la casquette de l'éditeur, côté éditeur précédemment. Donc c'est lui qui voyait les auteurs, qui devait sélectionner les protos, qui recevait les pitchs. Et puis en fait, maintenant, il est auteur. Et puis en fait, il a l'expérience, entre guillemets, parfaite pour faire des retours. En tout cas, il a vraiment cette... ouais. Il a vraiment une bonne vision aussi sur comment ça marche, ouais. sur la... Ouais. Ce qui est éditable ou pas, sur qu'est-ce qu'il faut changer aussi. Peut-être des histoires de coûts aussi. Ouais, exactement. C'est extrêmement important, je donc pense. Donc c'est hyper important. Ouais. Et du coup, après, Joudini t'a contacté. Oui. Donc je leur ai envoyé le proto. C'était une période où j'avais des protos j'envoyais un peu des protos à gauche à droite aux éditeurs qui se montraient intéressés. Voilà, j'ai eu des refus, etc. Donc là, j'étais très content d'avoir un éditeur intéressé par mon proto, qui lui me contacte. Il me paraissait assez improbable. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et puis voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Donc ils ont aimé le jeu. Et puis à partir de là, c'était parti. Cool. Et du coup, c'est leur premier jeu. Est-ce qu'ils viennent vraiment du monde du jeu de société ? Est-ce qu'ils ont travaillé dans d'autres boîtes d'édition ? Ou est-ce que vraiment c'est aussi leur première expérience ? Alors, qui est Joudini ? Donc, Joudini, c'est Florent Mortier, qui lui a beaucoup travaillé dans des associations dans le monde du jeu. En fait, il est dans le monde du jeu depuis des années. Ça fait vraiment très longtemps, surtout vers Lyon, je crois. Et il a vraiment participé à l'organisation de festivals, d'autres associations, etc. Donc il a quand même une bonne connaissance du monde du jeu, même s'il n'avait pas jamais travaillé en tant qu'éditeur et aussi en tant qu'auteur. Donc il a aussi des jeux en cours qui n'ont pas été édités pour diverses raisons, mais il y a eu un peu de la malchance. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes d'édition qui ont fermé ou ce genre de choses, ce qui est jamais cool en tant qu'auteur. Donc, non, mais ouais, il avait vraiment le goût de créer cette maison d'édition. Et puis, il est accompagné par Fabien, dont j'oublie le nom de famille. C'est pas bien grave au pire. Non. Mais voilà, donc qui lui ne travaille pas forcément dans le monde du jeu, mais grand rôliste, passionné de gros jeux, et puis vraiment il forme vraiment la paire parfaite pour c'est vraiment des passionnés quoi, puis ça se ressent, donc ça c'est hyper cool. Et dernièrement Benjamin qui est venu rejoindre l'équipe pour ce qui est de la communication, qui lui a la chaîne Les Jeux de Benjamin, donc joueur solo. Où il fait beaucoup de jeux solo, etc. Donc, je mets la boîte ici, comme ça on la voit. Donc voilà un petit peu l'équipe Joudini. Cool. Donc actuellement, ils sont 3. Très bien. Comme ça, il y a un peu plus de détails aussi sur Joudini. Donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que c'était leur première expérience, un peu vraiment dans l'édition à proprement parler. Et c'est vrai que ça doit être une expérience qui est excitante, mais qui doit faire peur aussi.
toi, de ton côté, t'as pas eu cette crainte d'aller vers un nouvel éditeur où tu t'es dit non, c'est une super occasion justement pour créer quelque chose de nouveau ensemble? Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a une crainte, c'est sûr. Surtout que, ben voilà, t'as aucune référence sur eux, tu sais pas non plus. En même temps, c'est tellement aussi génial d'être édité, donc t'avais un peu ce double questionnement. Est-ce que je dois juste être content d'être édité ou est-ce que il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre? Puis en fait, maintenant avec le recul, je pense que c'était la meilleure décision qui soit. En fait, un nouvel éditeur, si c'est son premier jeu en plus, bah, tu sais qu'il va tout donner, ils y vont à fond, ils se donnent vraiment corps et âme dans le projet. Puis tu sais que tu ne seras pas noyé dans un catalogue de 15 jeux qui sortent dans l'année, comme ça peut être le cas chez des gros éditeurs, où tu te dis, ah, un gros éditeur, c'est génial. C'est vrai que tu en as 2-3 qui je sais passent. rien. Ouais, en fait, tu peux passer complètement Au inaperçu. final, ils sortent tellement de choses. En fait, il suffit que tout d'un coup, ils ne communiquent pas sur ton jeu, tu n'en sais rien du tout. Peut-être que ton jeu passe complètement inaperçu. Donc, c'est un risque, mais c'est aussi un risque de signer chez un gros éditeur. Donc, en fait, voilà. Très bien. Et là, il y a Miguel de Caluda. Donc, Caluda, je ne sais pas si tu connais Miguel. Je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Non, je ne crois pas personnellement. Du coup, au Caluda, tu pas. vois l'éditeur. Rappelle-moi. Ils ont fait Doudou. Désolé, Miguel. Oui, il y en a tellement, c'est difficile de tout connaître. Ils ont fait Doudou chez les enfants. Ils ont fait Aurignac. C'était l'année passée. C'était déjà l'année passée. Ils vont sortir tout prochainement L'Enfeuse de 3. Oui. Ouais. J'ai suivi notamment L'Enfeuse de 3. J'ai suivi. Ouais. Et du coup, là, il vient souvent sur les lives et puis on a une bonne communication avec lui. Et là, il a une question. On a une idée, si ce n'est pas confidentiel, du nombre de tirages pour ce premier jeu. Non, je crois pas que ce soit un secret. Le premier tirage est de 3000 exemplaires, seulement francophones. Donc c'est vraiment un premier tirage. Et puis dans notre esprit, quand on l'espère, il y aurait un retirage rapidement. Donc, évidemment, c'est ce qu'on espère. On verra comment le jeu décolle. Mais ouais. Il dit pas de soucis. Mais du coup, il a suivi l'Enfeust. Oui, l'Enfeust, exactement. Ouais. Très bien. Il y a eu des discussions sur le nombre de boîtes qui allaient être imprimées. Il y a eu... Parce que c'est vrai que je me rends absolument pas compte des quantités qui peuvent être imprimées. J'ai l'impression que plus on imprime, moins c'est cher proportionnellement. Mais du coup, comment trouver un peu le juste milieu? Et est-ce que vous avez pensé à en faire plus ou moins? Après, ça, c'est vraiment du côté de l'éditeur. Là, il faudrait leur reposer la question à eux. Ensuite, c'est vraiment pas déconnant, d'après ce que j'ai entendu. 3000 pour un démarrage, en plus pour un petit éditeur, etc. C'est vraiment... je crois que c'est vraiment ce qui se fait. Et voilà. Très bien. On espère qu'il y ait plus, mais on verra. Et je crois qu'il y a... l'idée, c'est aussi... espérons qu'ils sortent dans d'autres langues, qu'ils soient localisés, anglais, etc. Donc, d'ailleurs, c'est un jeu qui s'y prête bien puisqu'il n'y a aucun texte. Le seul texte, c'est des aides de jeu, donc juste des petites cartes d'aides de jeu et les règles. Donc c'est tout. Donc ça s'y prêterait assez bien. Il n'y avait pas forcément l'idée de mettre l'anglais directement dedans pour essayer de ratisser plus large? Non, mais ça c'est vraiment des questions plus des questions éditoriales où là c'est eux donc, je sais pas, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue du marché de distribution aussi, puisque MAD ne distribue pas hors francophonie que je sache. Donc c'est je pense des partenaires qui doivent aussi trouver et puis qui doivent se donner le temps de trouver. Donc je pense que c'est beaucoup plus sage de commencer petit en étant petit éditeur plutôt que d'avoir la folie des grandeurs et puis de se casser les jambes, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout que le marché est déjà bien saturé. Donc en plus, si tu t'attaques à un marché que tu connais pas forcément bien, c'est d'autant plus risqué. C'est vrai que peut-être d'attendre que des éditeurs en langue étrangère demandent pour faire une localisation ou alors même les démarcher, c'est peut-être plus... c'est peut-être plus raisonnable. Oui, exactement. Et puis,
Puis justement, c'est agréable de voir, aussi qu'ils aient cette quelque part cette sagesse-là et puis cette lecture-là du monde ludique, quoi. Qu'ils aient aussi cette... Il y a Miguel qui dit que 3000, c'est une prise de risque mesurée. Ouais, je pense en effet. Et il sera distribué par qui? C'est Genki, hein? Genki en Suisse et MAD en France. Et puis, exactement. Donc le distributeur, c'est MAD Distribution, mais ensuite, en Suisse, en effet, il y a Genki qui fait le lien. C'est ça. Le Genki qui n'est pas un distributeur officiel, il est plutôt grossiste en fait. Donc voilà. Et puis, dernière question. Alors, tu avais mentionné un peu comment tes méthodes pour faire ton prototypage, mais quel a été vraiment le parcours du jeu depuis ses tout débuts? Quelles sont tes méthodologies pour les mécaniques, pour mettre tout ça ensemble? Combien de temps accordes-tu à ce genre de projet? Trop de questions. Trop de questions, oui, ça fait beaucoup d'infos. Non, mais ça va, je note et je les prends les unes après les autres. Et tu me dis si j'en oublie. En fait, une méthodologie, ce qui est compliqué quand tu débutes, c'est que tu n'en as pas. Oui. Donc, tout doit se faire par l'expérience. Donc, tu commences. Donc, en fait, j'imagine que j'ai procédé. J'ai pas du tout procédé d'une manière très efficace au début. Tu fais des trucs, ça marche pas, tu recommences. Alors ça, je pense que c'est normal, peut-être dans tout projet. Mais en effet, maintenant, j'arrive quand même plus à imaginer ce que ça va être avant de le faire. Ok, ouais. Ça arrive toujours très fréquemment que ça marche pas, mais peut-être que je prototype quand même à peine moins vite que avant. Mais ensuite, pour ce qui est du temps que je passe pour chaque étape, c'est vraiment très difficile. Le fait que j'ai un job à 80%, qu'il y ait la famille, etc. Je travaille le soir souvent, et puis parfois quand j'ai le temps ici ou là. Donc c'est très dur pour moi de vraiment quantifier le temps que je passe sur un projet où, comme là, je dis, j'ai commencé en 2020, ça paraît beaucoup peut-être. Évidemment, c'est pas du temps plein. Non. On est d'accord, mais donc voilà, c'est... Et encore, 3 ans pour arriver à un jeu qui sort, c'est peu, relativement peu. Ouais, ça me semble assez... Je me rends pas bien compte. Parce qu'après, il y a... Alors, vu que Houdini est un éditeur tout récent, t'es arrivé un peu au début de leur catalogue. C'est vrai que parfois... Il y a des jeux qui attendent 2 ans avant d'être sortis parce que le catalogue est déjà prévu sur 2 années, quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu as déjà bossé sur ton jeu pendant 2-3 ans, tu leur proposes, ils te disent oui, puis après tu n'as plus de nouvelles, puis après... Ensuite, il y a dans le contrat que tu signes avec l'éditeur, il y a une date butoir. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment une date... si tu la passes... tu peux tout annuler, récupérer tes droits. Alors évidemment, c'est le pire des scénarios pour un auteur, hein, on est d'accord. Mais ça peut arriver qu'un éditeur dit « Ok, on le fait », et que 3 ans plus tard, il dit « Non, on ne le fait pas ». Donc ça, c'est vraiment la pire des choses, je pense. Heureusement, je ne l'ai pas expérimenté, mais bon, c'est le seul jeu que j'ai signé, donc voilà. Mais ouais. Très bien. C'est une bonne question. Est-ce que pour le côté désertique, Dune t'a influencé? Peut-être. Est-ce que indirectement ça m'a... En tout cas, oui et non. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, le côté désertique, en effet, il est venu après le proto des écureuils, mais c'était vraiment des tribus dans le désert. On pouvait vraiment s'imaginer être à l'époque. Il y avait déjà les chameaux, etc. Il y avait déjà des meeples, des chameaux. Mais par contre, c'était vraiment une volonté de l'éditeur d'amener ce côté un peu post-apo. Un petit peu comme on peut le voir. Je ne sais pas si on peut le montrer sur certaines... alors déjà, voilà, cette bestiole qui n'existe pas forcément. J'ai pas vraiment d'autres visuels comme ça. Il faudrait que j'ouvre le jeu. Ouais, il y a des illustrations qui amènent un univers vraiment post-apocalyptique.
ou fantastique, oriental fantastique, on peut dire. Donc on n'est pas, ça nous fait dire qu'on n'est pas vraiment à l'époque. Voilà, on voit qu'ici il a un fusil. Comme un fusil, ouais. Et puis voilà, je ne sais pas si on peut le montrer. Bon, on le verra pas hein, à la caméra. Je ne sais pas si tu peux. Si elle veut bien faire le point. Alors, je fais la traduction de Loïc, donc on voit qu'il y a un fusil. Parce qu'ils ne vont pas t'entendre, hein, le micro est trop loin. Et je m'excuse aussi pour ceux qui étaient sur Twitch, parce que je viens de recevoir tous les messages et je vois que ça date. C'est 8h31, 8h36, 8h45. Ah oui, ça date. Oui, on a eu un petit souci de... Ah, mince. Ouais, enfin voilà, il y a... Disons que... Ah oui, là, il y a carrément un côté presque plus futuriste avec les... Oui, exactement. C'est un petit peu quelque part futuriste. Jumelles. C'est un mélange de futur, d'images d'époque. Enfin voilà, il y a un côté assez sympa que vraiment l'éditeur a voulu apporter. Par rapport à ça, maintenant qu'on parle de l'univers, c'est vraiment important parce que Giudini, ils ont vraiment cette envie de développer un univers, pas seulement peut-être autour de ce jeu. Il y aura peut-être d'autres jeux qui vont graviter autour, donc je ne serai pas forcément l'auteur, mais ils ont vraiment envie d'amener toute une histoire, une sorte de lore autour de Sawari. Ok. Et dans la boîte du jeu, il y aura une nouvelle, donc vraiment comme un petit roman écrit, voilà, qui raconte l'histoire des personnages qu'on peut jouer, etc. Donc ils ont vraiment cette volonté. Bon, on voit quelque part hein, que c'est des rôlistes, que les gars ils aiment le jeu de rôle, ils aiment ils aiment les livres, donc c'est vraiment très agréable, c'est vraiment cool. Intéressant comme démarche. Ouais. Et ils ont même dit que ben voilà, si peut-être à un moment donné il y a un autre jeu totalement dans un autre univers, ils ont vraiment le goût de faire la même chose, peut-être une petite BD, un petit livre, et puis vraiment chaque fois d'apporter une dimension narrative, pas forcément dans les mécaniques du jeu, mais dans l'univers. Ouais. Donc ça, je trouve vraiment très cool, et ça, c'est vraiment venu de l'éditeur. Mhm. Donc du coup, pour Dune, pour en revenir à la question, pas trop, puisque Dune étant de la science-fiction, etc., eh ben, ce côté un peu futuristique... post-apo est venu plutôt de l'éditeur. Est-ce que toi à la base c'était vraiment plus clanique Oui, exactement. Ouais. C'était plus Touareg dans le désert, l'attaque de caravanes, de convois, etc. Et je me souviens de la présentation effectivement à Cannes. Oui. Et quand tu as ouvert la boîte, que j'ai vu les tuiles, je me suis dit, ça a tellement évolué aussi. Oui, au niveau Oui, c'est sûr, parce que ce que vous aviez joué à Cannes, c'était vraiment du proto. Ouais. Ça, on dit que c'est une boîte de prototype, mais en vrai, c'est très proche de la version finale. En tout cas, les dessins sont très beaux. Oui. Bah, Miguel Coimbra est vraiment connu. Ouais, illustration de Miguel Coimbra. Des belles illustrations. Ça va être cool, je me réjouis de l'avoir en magasin celui-là. Ça va être bien. Et puis, ah oui, je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu dans la région, mais je pense qu'on va faire une soirée jeu spéciale sur Sawari. Je pense que ça peut être très très cool pour la sortie du jeu. Puis si tu veux être là ce soir-là, avec plaisir, à fond. C'est très volontiers. On va essayer d'organiser quelque chose comme ça. Ça peut être très sympa. Moi, j'ai vraiment envie d'activer tout ce que je peux activer en Suisse romande, dans ma région. Je l'ai aussi dit à l'éditeur. Puis j'ai vraiment envie d'être actif et puis de donner aussi, de faire vivre ce jeu, quoi. Donc, je sais qu'il n'y a pas forcément tous les auteurs qui le font, et moi, j'ai vraiment envie de le faire. C'est pour ça que je suis ici maintenant, quoi. Moi, je trouve ça vraiment fun, quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions entre-temps ? J'en ai une qui me vient là en tête, s'il n'y en a pas d'autres. Est-ce que c'était clair et net que ça allait sortir directement en boutique, ou est-ce qu'il y avait une discussion par rapport à un Kickstarter ou un Ulule ou quelque chose comme ça ? Alors, que je sache, ça n'a jamais été discuté. Ok. Kickstarter ou campagne de sociofinancement, ça n'a jamais vraiment été au programme. Ok. Très bien.
Une boîte bien remplie, dit Diogo. C'est ça. Du coup, est-ce que toi, tu as d'autres questions? Ah non, parce qu'au final, tu as repris tout. Moi, c'était vraiment tout comment on passe d'une idée du projet à cette boîte, au fait d'être distribuée. Mais tu as vraiment touché déjà tous les points. Futur. Est-ce que tu as un projet ou des projets qui sont... J'ai des projets. Je n'ai pas d'autres jeux signés encore. J'ai plusieurs projets qui sont sur le feu et qui prennent beaucoup de temps pour certains. Certains, comme je te le disais avant, je les ai plus retravaillés depuis un certain temps. J'aimerais y revenir. Et puis, pour moi, je ne serai pas ici là Vichy. Je pensais peut-être aller à Octogone. Finalement, ça va plutôt être non. Ah oui, il y avait une question là-dessus. Exactement. Et puis, donc, au final, mon prochain vraiment rendez-vous important, ça va être Cannes. Okay. Donc, moi, c'est là où je vais vraiment concentrer tous mes efforts. Et mon but est d'arriver... Je me mets jamais trop de pression. Mon but est d'arriver avec quelque chose à Cannes, à présenter. Chercher un J'essaye toujours d'arriver avec un projet où je peux chercher un éditeur. Cool. Voilà. En parlant d'Octogone, il y a quelqu'un qui demandait si par hasard il y avait des boîtes disponibles déjà à Octogone. C'est une excellente question. J'ai pas vraiment l'info. Il faudrait peut-être demander à l'éditeur. Là, je vous avoue que j'ai pas l'info. Ah oui, un autre festival quand même que je fais, plus petit mais plus local. Je serai à Vernier Ludique à Genève. Cool. Donc voilà, je me réjouis aussi d'être là et puis dans tous les cas je ferai jouer Sawari soit sur une table à côté de mes autres protos, soit comme c'est peut-être possible s'il y a déjà des boîtes dispo, soit je ferai jouer ou dédicacer, ou enfin voilà, voilà, si quelque chose peut être activé autour de Sawari, je vais le faire avec les organisateurs de Vernier Ludique, mais rien n'est encore confirmé pour le moment. C'est déjà quand, Vernier? C'est en novembre et je ne sais plus exactement les jours. Diogo, I need you. Et puis, peut-être une question que tu auras du mal à répondre, mais il y a Fred qui demande comment ça se passe pour l'implémentation BGA. Je pense que c'est plutôt l'édite. Ouais. Alors là c'était exactement. Alors là c'était une décision de l'éditeur de mettre le jeu sur Board Game Arena avant sa sortie. Enfin, il a été d'abord en alpha. Actuellement, il est en bêta. J'ai vu qu'il y a même un QR code. Oui, exactement. Pour jouer sur BGA. Oui. Donc ensuite, il passera évidemment public sur BGA. Pas encore, mais enfin voilà, c'est dans les tuyaux. C'est simplement en fait c'est l'éditeur qui s'est approché de Board Game Arena, qui a cherché un développeur. Donc c'est David Galilox sur BGA qui nous a fait cette superbe application. Donc on est vraiment très content. Donc là aussi ça a été beaucoup de développement plus informatique, mais aussi beaucoup d'allers-retours. Entre David, qui lui a vraiment dû bien comprendre la règle, il a vraiment dû s'imprégner au max de la règle. Et puis ce qui était aussi hyper intéressant, c'est que j'étais en train de travailler la règle à ce moment-là. Ce qui fait que lui a pu nous dire des retours de trucs qu'il ne comprenait pas ou qui étaient peut-être un peu mal formulés, et que j'ai pu directement implémenter, enfin que j'ai pu directement changer. Donc là aussi, le fait qu'il y ait une communication à tous les niveaux, c'était vraiment top pour ça. Je ne sais pas du tout si je réponds à la question de comment ça se passe pour BGA. Ouais. Et puis, tout à l'heure, ça me revient maintenant, tu as parlé de quelques modifications qu'il y avait entre ce qu'on a testé à Cannes et ce qu'il y a dans la boîte, et tu as dit que tu allais revenir dessus. Je voulais revenir sur le côté méchant. Agressif. Méchant. Pourquoi je voulais y revenir ? Parce que je pense que c'est toujours dur en fait de pitcher un jeu en 2 mots. Mais je pense que si je devais pitcher, ce qui fait vraiment la force pour moi de Sawari, c'est le côté interactif. Pourquoi ? Parce que ces derniers temps,
je sais pas si c'est un hasard ou quoi, je lis beaucoup de choses sur le manque d'interaction, sur des jeux un peu plats, trop convenus. J'ai lu aujourd'hui encore l'article de Bruno Feduti sur son site qui reprochait un certain manque d'interaction dans un jeu. Enfin, voilà. Et puis c'est là où je me suis dit, ah ben ouais, en fait, ce qui pour moi n'avait pas forcément été une prise de risque, je pense que c'en est une, en fait. Le fait de faire un jeu vraiment, ok, ça va bastonner, on va se tirer dans les pattes, on va s'attaquer, on va se bloquer. Sans être forcément un jeu d'affrontement. Non, t'as pas un jeu d'affrontement, mais toutefois, ben, tu te bloques. Ça, c'est plutôt indirect, mais tu peux aussi t'attaquer. Et là, c'est beaucoup plus direct, donc c'est vraiment... Je confirme. Hop, je viens sur ton plateau et ça part. Ouais. Sauf erreur, t'avais perdu. Hein. Oui, vas-y, remue le couteau dans la plaie. Maintenant, ça me revient. Non, j'ai bien perdu même. Bien perdu. Et ouais, je pense que c'est vraiment... ça pourrait être une faiblesse, puis je pense, en fait, plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est une force, en fait. C'est un jeu où, ben voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va... y a des gens, ils vont dire, bah voilà, c'est pas pour moi. Moi, je préfère un sorte de multi-solo. Chacun fait son petit truc dans son coin. Mais les joueurs qui en ont un peu marre du manque d'interaction et de baston, ben, je pense que ça pourrait les intéresser. Et voilà. On revient sur After Us. Ben, du coup, les deux jeux sont vraiment des côtés. En fait, personnellement, j'aime bien quand il y a de l'interaction, et jouer à des jeux où il n'y en a pas, ça me dérange pas plus que ça, mais il faut qu'il y ait quand même des moments où on peut s'intéresser à ce que l'autre fait, où il y a peut-être une petite course au point, une petite course à l'objectif, quelque chose quand même qui donne un petit sucre. Et c'est vrai que dans After Us, mais en fait, tu regardes même pas où en sont les autres, et tu peux de toute façon absolument rien faire par rapport aux autres. Donc là, j'ai trouvé extrêmement frustrant. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est complètement aux antipodes avec Sawari. C'est hallucinant parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce que les joueurs veulent, ou en tout cas un type de joueur qui demande de l'interaction, et des éditeurs qui ont peur de jeux avec interaction. Et puis je crois que pour en revenir dans son article, Bruno Feduti, il trouvait dommage que... et j'ai plus le nom de tous les jeux, mais en fait, Archaeos Society, c'est une réédition d'un ancien jeu. Et apparemment, tout est plus ou moins pareil, sauf qu'ils ont gommé toute l'interaction. Et puis, Bruno Feduti, faudra aller lire son article, c'est vraiment intéressant. Pour lui, c'était dommage, parce que cette interaction, c'est ça qui faisait le fun du jeu aussi. Et puis c'est vrai, force est de constater que de plus en plus, les jeux sont lisses, les jeux manquent un peu. Puis on sent dans la communauté, il y a aussi le passe-temps, Simon du passe-temps qui l'avait dit dans une vidéo, ça avait aussi fait un peu parler, que les jeux sont lisses. On sent une sorte de ras-le-bol de jeu toujours un peu trop simple, trop tout doux. Ouais, on a déjà fait une discussion comme ça dans un de nos lives. Exactement. Et c'est une discussion qui est assez intéressante. Mais j'avais apporté justement un point de réponse, entre guillemets, dans la discussion. C'est que le jeu de société se veut être de plus en plus grand public. Et pour être grand public, il faut justement lisser un peu le tout. Ouais. C'est dommage. Et je me souviens, j'avais fait la comparaison avec Nightwish dans la musique, où Nightwish, c'est très lisse. C'est pas mauvais, mais c'est très lisse. Ouais. Et voilà. Et je me suis fait ramasser par quelques personnes. Ah ouais. Donc voilà, parce que le métal étant aussi quelque chose de niche, il y a quand même des choses très lisses dans le métal. Donc voilà. Puis là, franchement, je trouve ça super qu'un nouvel éditeur qui débarque, que quelque part, qu'ils osent quoi. Ouais. Ils me signent ce jeu qui savait qu'il était un peu... où ça frotte un peu, où ça se bat. Ça peut briser des amitiés. Il y a on a déjà eu une ou deux anecdotes sympathiques. Mais ouais, en effet, ça reste un jeu, quoi. Donc bastonnez-vous dans les jeux et pas dans la vraie vie. Et du coup, là, Camille, elle va adorer ton jeu aussi. Parce que... En plus, il n'y a pas le plateau. Il n'y a pas de plateau. Parce que... elle aime pas les plateaux. Non, elle aime beaucoup les plateaux, surtout si elle peut les balancer sur les autres. Je vois. On t'aime, Camille.
Donc voilà. Oui, il me semble qu'il y avait Angélique qui avait d'autres questions, mais il me semble que c'était des questions auxquelles on avait répondu, donc n'hésite pas à aller regarder le début du live, parce qu'on a commencé justement par ces questions. Ah, il y a Diogo qui donne les dates de Vernier Ah oui, c'est Ludique. vrai. Week-end du 11 novembre. Yes. Ouais. On va essayer Top. de s'arranger avec le festival. Yes. J'ai vu qu'il y avait un message personnel pour moi à propos du financement participatif. Oui, parce que j'ai backé le jeu de Okaluda. Je sais même pas qu'il y avait un jeu sur... Ah Ah oui, mais en ce moment, à Kickstarter, je suis rien du tout. Catastrophe. C'est difficile d'être partout en même temps. Un jeu... Au bout de ton amour pour les grosses pelles, est-ce que tu vas en faire un jeu toi aussi? Ah, ça, c'est un pote. Salut Rico. C'est mon pote Eric. On a fait un jeu sur le off de Cannes où tu avais une pelle mécanique et on n'a pas arrêté de déconner avec la grosse pelle qui décalait des jetons et tout. Donc c'est un private joke. Très bien. Ouais. Pour ton amour pour les grosses pelles. Ah oui, oui. Ça peut être en plus interprété de Bah oui, plein- c'était volontaire, tu l'imagines. Donc là, tu dis merci à tes potes pour Ouais, c'est t'afficher clair. comme ça en Ouais, plein c'est live. clair. Non, mais c'est bien. C'est en ça qu'on reconnaît les bonnes Eh, personnes. ciao Florent. Voilà, Hello. Florent, dispo. Du coup, est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour des questions aussi sur le live. Et il y avait la fameuse question. La fameuse. Ah, Les couleurs de tes slips. Ah oui, ça a été posé là-bas. Ça, C'est Diogo. là-bas Oui, qu'on a été posé. c'est Diogo si jamais. Hein. Non, c'est Diogo, mais c'était repris par d'autres personnes aussi. couleur de slip. Ah, noir. Noir. Classique. Black. Comme d'une Imperium. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si toi, tu as encore des choses à rajouter. Non, je ne crois pas. Non, pour moi, c'est. Je pense qu'on a un peu parlé de tout. On a un peu fait le tour. En tout cas, moi, je me réjouis de tester cette nouvelle version, Yes. de la voir, de pouvoir la présenter, de pouvoir faire des soirées jeux avec. Merci beaucoup. Oui. Mais merci à toi d'être venu depuis. Bon, ça c'est pas non plus l'autre bout du monde, mais ça fait une petite trotte quand ça même. ça fait une petite route. Mais... Ça fait une petite trotte. Et puis on espère que ça vous aura plu, en tout cas à vous Yes. en live, de connaître Arnaud et puis d'avoir partagé ce moment avec nous. En tout cas, on se retrouve tout bientôt avec Sawari en magasin. On espère le plus tôt possible. En attendant, C'est le moment d'appuyer sur le bouton. c'est ça. Ok, d'accord. Et vas-y de faire le geste que t'aimes tant faire. Vas-y, il faut que tu dises la phrase. Quoi que je dise. Ah oui, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi que sur le site internet qui est en train d'être refait, donc il est un peu pas très à jour en ce moment. Sinon, en magasin, n'hésitez pas à venir nous faire coucou, ça nous fera très plaisir. Merci pour tous les commentaires qui sont en train d'arriver maintenant Oui, par oui. rapport au live, par rapport à... Voilà. Alors bravo, en tout cas, on se réjouit de tester. Exact. Et Fred qui va fermer et conclure la soirée avec un... Ah, il est parti déjà. Bonne soirée et bonne nuit. Miguel, à dimanche. À dimanche, oui. effectivement. Et merci Diogo d'avoir été là aussi avec Yes. nous. Sur ce, prenez soin de vous, jouez à des jeux et on se dit à tout bientôt. À bientôt.